Qu'est-ce que vous me dites le rap, je me suis arrêté fin 90 avec un concert de La Rumeur à 7. Ah, énorme, d'accord. Bah 7, moi aussi j'ai joué avec Diabu System et avec La Rumeur, il me semble bien, mon cher Zeus, et c'était dans les années 90. Alors je sais pas si c'est une petite blagounette, mais je vous assure que tout ce que je dis est absolument vrai. J'ai fait un concert avec La Rumeur dans les années 90 à 7. Alors je sais pas, c'est peut-être quelqu'un que je connais, que je crois, qui se cache derrière. Topa, tu penses quoi de Skyrock et Urban Peace? Bah, Skyrock, comme on me dirait, je veux pas cracher dans la soupe. Moi, j'ai été invité sur Skyrock plusieurs fois. Hein, j'ai fait ce Planet Rap avec les spécialistes. J'ai été invité sur des Planet Rap avec Format People. J'ai été invité dans le Planet Rap de Cool Chain. J'ai été invité plusieurs fois même avec Fred dans la Nocturne. Donc, j'étais mangé à la gamelle, comme on dit. Hein, donc c'est difficile de cracher, comme on dit. Après, dans la soupe. Alors, pour ne pas cracher dans la soupe, mais quand même au moins décomposer à savoir la composition, je voudrais dire que déjà, oui, c'est vrai. Déjà, c'était une expérience assez dingue pour moi d'aller dans une radio aussi énorme que Skyrock et d'être invité en plus dans cette radio-là, au sens où c'est vous l'invité. Là, tu comprends que c'est une machinerie absolue, c'est une machine terrible, tu vois, le média de masse est une arme de distraction massive absolument dangereuse. Et j'ai compris évidemment, oui, leur technique, j'ai compris plein de choses évidemment sur les médias. Ça a été déjà un bon apprentissage. Après, au niveau de la morale de Skyrock, je me suis pas posé autant de questions que ça. Je vais pas te mentir. Je suis allé là-bas en me disant que oui, de toute façon, c'est une radio commerciale qui est là pour faire des bénéfices, hein, pour faire de l'argent, puisque c'est un but lucratif, hein, ça veut dire, on ne va pas se mentir. Après tout, nous vendons des disques, et nous aussi, nous faisons une mission lucrative, hein, donc je vois pas déjà en quoi on serait bienvenu à la critiquer là-dessus. Après, pour ce qui est de la morale du rap, bon, je veux dire, j'ai déjà arrivé quand même avec NTM, qui était certainement le groupe le plus critique à l'époque sur Skyrock, en tout cas ceux qui avaient critiqué très ouvertement Fred sur sa non-connaissance du rap. Moi, Fred Musa, je l'ai rencontré plusieurs fois, vous imaginez bien, à l'époque, et puis il se souvient encore de moi, hein, pour quelqu'un à la rencontre, vous lui dites pas, il me dit, mais bien sûr, je connais, mais évidemment, les spécialistes et tout, bien sûr, on s'est rencontrés un certain nombre de fois, vous imaginez bien. À l'époque, on a même été manger au resto ensemble pour préparer la semaine Planète Rap. Donc, voilà, c'est la machinerie Skyrock. Lui, je lui en veux pas, il est à sa place, il est payé par Skyrock. Maintenant, Skyrock a quand même, et ça je le prends avec le recul d'aujourd'hui, œuvré, et ça on le savait quand même déjà un peu, même à l'époque, à détruire en tout cas les consciences. Pour moi, je le voyais comme ça, enfin surtout que ça s'est vachement accéléré après. C'est-à-dire détruire les consciences en faisant exploser certaines valeurs, mais bon, ils étaient là pour ça. Après, au niveau du rap lui-même, tout le monde le sait que Laurent Bounot ne connaît absolument rien au rap. Laurent Bounot, il a juste le flair des tubes. Mais un tube, c'est aussi ce qu'on en fait. Parce que un tube, quand vous prenez une chanson et vous allez la matraquer 15 fois par jour auprès de 3 millions de personnes, eh ben vous avez 80% de chances que ça fasse un tube. C'est le principe même du conditionnement. La base, c'est la répétition. Donc c'est une recette qui est éculée, une recette qu'on connaît dans toutes les radios, dans toutes les télés, partout. Hein. Vous savez comment ça tourne les radios? On en parle, ben c'est dommage que pas Pascal Sefranc, on en aurait parlé du principe des radios. Les radios, ils ont ce qu'ils appellent les heavy rotation. Il y a 10 titres que vous allez entendre toute la journée, c'est-à-dire qu'ils vont passer peut-être 15 fois par jour, 20 fois par jour, ce sont 10 titres. Et le reste, il y a autre chose. Par exemple, sur une playlist comme celle de Skyrock, il faut savoir qu'il y a 40 titres au total sur la playlist. 40 titres. Vous vous rendez compte ce que c'est que 40 titres? Vous vous rendez compte que c'est rien, 40 titres, hein? Vous vous rendez compte que même à Beta TV, quand on fait un samedi musique, on passe certainement, je ne sais pas, peut-être 200 clips, hein, tu vois, on en passe donc 5 fois plus que Skyrock en une seule journée, hein? Voilà le rapport, vous voyez. Donc vous voyez que ces gens-là, évidemment, ce sont des machines
un marketing à vendre, et pour vendre de la musique, comment on vous fait vendre de la musique? Eh ben on vous la met dans la tête, c'est aussi simple que ça, et on vous le balance 5, 6, 10, 20, 30 fois par jour, vous allez finir par chanter le refrain sans vous en apercevoir. Et ben c'est comme ça, c'est ça le principe des radios. Et donc pour Skyrock comme pour les autres, ça fonctionne comme ça. Donc il y a très peu d'élus, puisque vous imaginez, il y a 10 titres en heavy rotation, et dans les 10 titres, c'est avec les titres étrangers. Hein, vous battez avec Rihanna, Busta Rhymes, et enfin je sais pas, enfin, vous voyez, mais il y a 10 titres, c'est 10 titres avec les titres américains du moment. Donc ça réduit encore plus le nombre de titres, etc. Et sur la masse de titres, bah, à la fin, il n'y a que très peu d'élus qui passent sur Skyrock. Et finalement, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une guerre contre Skyrock qui a été engagée par plein de rappeurs qui ont dit Skyrock c'est terminé, etc. Que finalement qui n'avait pas tort, hein, parce que même Booba à la fin il s'est passé de Skyrock, donc vous voyez, ça arrive souvent. Hein. Est-ce que Joe Star aura les couilles de venir sur Meta TV ou c'est trop tard? Ozzy qui nous dit ça, maintenant qu'il se prend pour un acteur. Je sais pas, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien l'accueillir Joe Star. Coup de chaîne, je crois pas qu'il acceptera. Hein, mais Joe Star, certainement. Hein, non, coup de chaîne, il est fâché. On est fâché parce que je l'ai clashé. Alors bon, j'expliquerai ça après. Voilà. S'il n'y a pas de Pascal Seffron, justement, ça sera l'occasion de parler de ça en deuxième partie. Bah vous voyez, ça vous fera hein, de la médisance à reproduire. Voilà, bon, on parlera du clash avec Coolchen et de toutes les histoires. Je raconterai la suite de l'histoire. Ben, on va faire une petite pause parce que je vois qu'il est l'heure. Toujours pas de Pascal Seffran à l'horizon. Hein, il nous reste que son gimmick à reprendre. C'est du bon, c'est du lourd. Vous êtes sur Meta TV. À vous, la régie. Voilà, donc de retour après ce petit épisode voilà, du son... que je vous ai placé. Alors j'ai vu qu'il y avait encore voilà, paye ton café te pas, mais non mais moi je suis au thé les amis. Ouais, l'invité, ben, on l'attend, il y en a plein, ils me demandent oui, bah il est où Pascal Seffran? Bah écoutez, il répond pas, on sait pas, c'est pas allô Houston, vous voyez, on l'appelle, il n'y a pas de réponse. Donc bon bah écoutez, je sais pas, on élucidera, des fois il y a des bonnes raisons, hein, donc je ne vais rien spéculer à l'avance. En tout cas, il n'est pas là, donc on va continuer. Cette soirée, j'ai dit que ce serait mon histoire du rap. Hein, voilà, je vais vous raconter. J'ai commencé d'ailleurs, il y a eu pas mal de questions. J'ai commencé à expliquer mon parcours à l'époque. Voilà, on me demande alors au passage, tiens, parle-nous un peu de la SACEM. Ah, c'est intéressant ça, parce que la SACEM, c'est une société privée, hein, d'ailleurs, c'est pas public. Il y en a plein qui croient que c'est public, c'est pas du tout, c'est privé. Quand on est à la SACEM, on devient membre, c'est-à-dire qu'on est sociétaire, on a une part de la SACEM. C'est un organisme qui sert à protéger ses œuvres, à récupérer les droits d'auteur. Alors comment ça fonctionne le droit d'auteur? Il y en a plein des fois qui ne savent pas. Alors un peu pour expliquer, lorsqu'il y a une musique qui est diffusée à la radio, à la télévision, dans un concert, n'importe où, dans un film, etc., il y a des droits qui sont générés par rapport à la diffusion de cette musique, des droits qui sont payés. Alors qui sont payés par la télévision, par l'organisateur du concert, par les radios, etc. Donc en fonction de qui est le responsable de la diffusion. Donc ces gens-là payent des droits. Et ces droits, qui sont payés à la SACEM, sont reversés aux auteurs, compositeurs, ceux qui ont composé la musique et la chanson, donc ceux qui ont écrit les paroles et ceux qui ont fait la musique, et en fonction de la répartition telle qu'elle a été faite. Il peut y avoir 2 compositeurs, 3 compositeurs, un auteur, 4 auteurs et un compositeur, etc. Après, les combinaisons sont invariables, infinies. Et la SACEM reverse donc les droits à ces gens-là, et au passage, évidemment, elle garde une partie des droits. Hein. C'est bien ça, là, le problème. Et ces droits, après, sont répartis. Alors, il y a plusieurs types de droits. C'est assez complexe quand on va dans ce domaine-là, parce qu'il y a la SACEM, hein, et puis après, vous savez, il y a d'autres sociétés, il y a d'autres types de droits. Il y a les fameux droits voisins. Hein, ceux-là sont un peu moins connus. C'est les droits qui sont versés au titre alors, de plein de choses. Il y a les droits sur vous savez, les disques durs, sur les chaînes hi-fi, sur les CD. Vous savez, quand vous achetez un CD vierge ou un DVD vierge, il y a une part qui est reversée à ces sociétés d'auteurs qui sont censées le répartir aux artistes. Et comment c'est réparti aux artistes? D'ailleurs, ça c'est intéressant de lui dire, mais comment ils vont répartir ce pactole? Parce que ça représente quand même plusieurs milliards, hein, il y a quand même une sacrée somme hein, qui est à partager. Et donc,
on fait en fonction du nombre de ventes, c'est-à-dire en fait de celui qui a gagné le plus d'argent, parce qu'on considère que c'est le plus copié, ce qui est en plus absolument pas vrai. Mais bon, donc un monsieur comme, je sais pas, Johnny, Goldman, etc., qui vend beaucoup de disques chaque année, lui, il récolte beaucoup d'argent. Et puis en plus, à la SACEM, il y a un système aussi qui est peu connu, c'est les irrépartissables. Parce que vous êtes nombreux à la SACEM à faire des musiques, à faire des disques, et à ne pas aller réclamer vos droits. Parce que vous avez des droits, mais vous n'allez pas les réclamer. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, vous allez chercher, vous allez écrire, vous allez participer à un disque, la personne, le producteur fait les choses dans les règles, il dépose la chanson il dépose en SACEM, il va payer des droits à la SACEM, donc il y a un droit qui va vous être réservé. Et vous, par exemple, vous êtes Monsieur B, vous n'êtes pas inscrit à la SACEM, donc la SACEM ne vous connaît pas. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle réserve votre part, elle dit, je vais garder l'argent pendant un certain temps, jusqu'à ce que je connaisse Monsieur B, ou que Monsieur B vienne s'inscrire à la SACEM et récupérer son argent. Mais ce temps-là n'est pas indéfini, il le garde, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, il y a un délai en tout cas qui n'est pas non plus énorme, qui ne dépasse pas 5 ans en tout cas. On garde l'argent, et une fois que cet argent, on ne sait pas qui il est, enfin finalement on n'a pas identifié, la personne n'est pas venue s'inscrire, donc ça devient un irrépartissable, on ne sait pas à qui le répartir. Et donc la SACEM, ce qu'elle fait chaque année, puisque chaque année ça représente quand même une certaine somme, chaque année, elle prend ces irrépartissables et elle les redonne aux 10 plus grands comptes de la SACEM. C'est-à-dire ceux qui ont généré le plus d'argent en cours pendant l'année, reçoivent un chèque cadeau, si je te dire, le chèque subsidiaire, c'est comme au loto quand vous dit après il y a le truc, là, le joker, là vous recevez le chèque joker, des irrépartissables en plus, donc de vos droits, c'est-à-dire c'est là que le jour où vous êtes effectivement dans les 10 plus gros comptes de la répartition, vous recevez beaucoup d'argent, évidemment. Et donc, voilà, les droits SACEM, ensuite, ils sont répartis aux 10 plus gros comptes, c'est eux qui empochent, puis la SACEM se garde une partie qu'elle rebalance à partir qu'elle rebalance à partir des subventions, en fait. Voilà. Alors, il a posé un lapin de Pascal, ça en a tout l'air pour le moment. Ton embrouille avec Garance, là c'est ça, c'est Taurus86, mais dis donc tu es vachement bien informé mon cher Taurus. Mon embrouille avec Garance. Alors mon embrouille avec Garance, elle part de ce que j'avais parlé, que j'ai dit, je ne suis jamais vraiment en plus exprimé, à part une seule vidéo pour Street Live sur cette affaire, parce qu'à l'époque, contrairement à ceux qui pensent que je cherchais du buzz à tout prix sur cette affaire, j'avais eu des propositions pour faire énormément d'interviews sur des sites, à la radio, etc., où on voulait m'inviter pour parler de mon accrochage avec Kulchen, si j'ose dire, dans la chanson que j'avais écrite sur lui. Et donc, j'avais refusé, j'en ai fait qu'une en fait, une seule vidéo. C'est celle qui a tourné, que énormément d'entre vous, c'est sûr, ont vu, qui, comment on appelle ça, qui traite de cette affaire, donc qui est sur Street Live, sur le site Street Live. Et cette chanson, oui, Garance, ça va voir, donc c'est pour ça que je dis que tu es particulièrement bien informé, parce que je cite pas Garance dans la chanson, parce que Garance, effectivement, était un peu au cœur de l'affaire, d'ailleurs c'est sur quoi se défend Kulchen quand il dit « Oui, il n'était pas en procès avec moi, il était en procès avec Garance ». Oui, j'étais en procès avec Garance, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que Garance était de toute façon si j'ose dire, l'espèce de donneur d'ordre de Format People, puisque c'est eux qui agissaient pour le compte de Format People. Et dans la dernière audience, celle qui a précédé justement le règlement en fait du conflit, avant finalement, parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu un procès qui s'est déroulé en plusieurs étapes et pour laquelle il y a eu plusieurs reports d'audience, parce qu'à chaque fois on n'était pas d'accord évidemment sur les termes. Et à la fin, sur le point essentiel sur quoi personne n'était d'accord, c'était de savoir qui était responsable. Et donc le juge a dit je vais convoquer toutes les parties et on va enfin savoir qui devait payer les spécialistes, puisqu'il s'agissait d'une affaire de salaire, donc des salaires qui n'avaient pas été versés sur des concerts. Garance étant le responsable de la tournée, donc c'est évidemment l'organisme vers lequel je me suis retourné et que j'ai attaqué en procès pour des concerts qui n'avaient pas été réglés. Voilà.
Alors, en plus, l'histoire était un peu plus compliquée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est parce qu'il y avait des histoires de double concert, parce qu'il y avait eu des captations, et toute l'équipe avait été payée en double ce jour-là, évidemment, sauf les spécialistes. Donc voilà, alors que précisément, nous étions passés à France 4, et que ça avait été rediffusé en direct à la télévision, c'était le concert des Francopholies, ça s'est passé en 2005, si je m'abuse. Donc voilà. Donc à partir de ce truc-là, évidemment, moi je me suis retrouvé contre Garance, etc. Il y a eu plusieurs procès, il y a eu ce qu'on appelle des reports, vous savez, on reporte, etc. Puis dans le dernier report, il était question évidemment que le juge a dit je vais convoquer tout le monde. Donc Format People, machin, Garance, la Maison, voilà, tout le monde va venir, y compris d'ailleurs, il voulait même convoquer le festival en lui-même incriminé, les Francopholies, qui pourtant n'avaient pas grand-chose à voir. Parce que l'histoire pouvait aller très loin, parce qu'évidemment, on me dit toujours, oui, oh là là, tu cherches le buzz. Bah, j'aurais pu chercher l'argent aussi, parce que après avoir consulté un avocat sur cette affaire, l'avocat, lui, il voulait qu'on attaque carrément France 4 et le Festival des Francophonies pour diffusion illégale de notre image, avec une demande de l'ordre de 40 à 50 000 euros, vous voyez, de dédommagement. Donc, puis finalement, on n'a pas accepté, on n'a pas entamé de procédure. De toute façon, on n'a pas envie de partir dans de très très longues procédures. Mais voilà, il y avait possibilité de se faire beaucoup d'argent sur cette affaire. Et finalement, donc, il y a eu un report de procès. Dans ce report, où devait y avoir tout le monde de convoqué, donc tout le monde était incriminé, il y a eu effectivement un règlement de la part de Garance. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, Garance, dans tous les reports de procès, ils étaient très perdants parce que leur cabinet d'avocats, qui devait leur coûter les yeux de la tête, commençait à certainement leur demander des factures qui devaient dépasser les sommes même incriminées. À partir d'un moment, c'est même plus rentable, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils vont aller devant la justice peut-être pour perdre, et même s'ils gagnaient, ils auraient déjà perdu, ou peut-être il serait encore plus simple de me donner ce que je demande, et ça leur coûterait moins cher. Donc finalement, ils m'ont contacté, on a trouvé un accord amiable, et il n'y a pas eu de dernier procès. Et donc c'est pour ça que personne n'a été condamné, si j'ose dire, dans cette affaire. Et il y a eu ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable. Voilà, évidemment. Moi, c'est simplement, je suis parti en croisade parce que j'avais décidé de ne pas me laisser faire. Même s'il ne s'agissait pas, ils m'ont dit, oh oui, c'est pas des sommes extraordinaires. Oui, c'est pas des grandes sommes extraordinaires, c'est vrai pour certains. Mais voilà, c'était déjà un salaire, on avait fait des concerts, je suis désolé, on devait toucher notre argent. J'avais informé la maison de disques de mon intention d'attaquer en procès si on ne payait pas mes cachets, hein, ça s'appelle comme ça s'appelle des cachets. Ben voilà, je vais être clair, donc et voilà, je leur ai dit, je vais attaquer la maison de disques en procès. Donc à partir de là, et ben voilà, ça a été, on va dire, des rapports un peu délétères, et puis euh, moi j'étais assez fâché de ce qui s'est passé chez Format People, à partir de la fin, parce que Kouchen, il fait toujours, c'est vrai, dans la vidéo, vous l'avez tous vu, il dit, oui, ben, le comptable est venu, il lui a dit qu'il n'y avait rien. Alors déjà, c'est absolument faux, hein, j'ai jamais répondu, moi, à cette vidéo, mais le comptable ne m'a pas dit qu'il n'y avait rien. C'est vrai qu'il y a un comptable qui m'a appelé à partir de mon morceau, hein, c'est vrai, enfin, ou juste avant, mais c'était dans ces eaux-là, qui m'a expliqué, oui, machin, qu'il allait faire les comptes. Et lui, il m'a pas dit non, on ne doit rien, il m'a dit, on te doit peut-être quelque chose, il faut que je calcule. Et il m'a jamais rappelé. Alors après, j'en sais rien, c'est vrai que les spécialistes... Alors c'est ça qui est quand même extraordinaire, parce que Kouchen, il dit, oui, oh, on n'a qu'à voir les relevés SACEM, puisqu'il est fâché, parce que c'est vrai que dans la chanson, je dis, moi, pendant que je mange des grecs, toi, tu manges sur la SACEM. Bon, c'est pas la SACEM qui va payer ces villas à Saint-Martin, etc. Je dis pas ça, c'est pas vrai. Mais voilà, il a quand même parce qu'il faut bien voir, il y a l'album spécialiste, mais il n'y a pas que ça. Moi, quand j'étais à Format People, j'ai fait plusieurs listes, j'ai participé à toutes les compiles Strictly Street, j'ai fait des compilations, la compilation Planet Rap, donc produite par Skyrock, la compilation, vous savez, qui vend 250 000 disques, hein, c'est des énormes compilations. On est sur les compilations de DJ QTB, c'est une compilation aussi de trucs de rap, machin, enfin, ils ont placé nos chansons partout. Moi, j'ai jamais touché 1 euro de ça. C'est ça dont je parle. Alors après, on va me dire, oui, mais regarde mon droit d'édition. Alors oui, c'est vrai, j'ai pris une avance d'édition. C'est vrai qu'on a eu une avance au départ, quand on a été chez Format People, j'ai eu le droit de l'argent. Hein. Bon, mais comme ça se fait partout. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, au début, tout me semblait en règle, et moi j'étais très content d'être chez Format People.
pour moi, il y avait une forme voilà, Joe Star, Cool Chain, c'était quelqu'un de carré, quelqu'un que j'appréciais énormément, quelqu'un que j'appréciais énormément humainement. Et quand je me suis engagé même dans le label, le pacte, il était le suivant avec lui, on s'est eu au téléphone, je lui ai dit clairement, je m'engage parce que je te fais confiance. Et moi, je suis quelqu'un lorsque je m'engage, c'est 100%, donc je serai absolument fidèle à toi, donc ne me trompe pas, ne me trahis jamais. Voilà le pacte oral qu'on a signé avant de parler de contrat, etc., machin, avec Format People, entre Cool Chain et moi. C'est bien pour ça d'ailleurs que je le dis lui-même dans le morceau. Hein, voilà. Alors après on m'a dit aussi, ah oui, tu t'attaques à lui, tu dis que c'est un raciste, un blanc raciste, parce que je dis oui, chez Format People, les, les, les Arabes au bureau, les blancs, les noirs au studio, les Arabes dans les bureaux. Voilà. Bon, ça, c'est une réalité. Je suis désolé. Après, les couchets, ils se défendaient de ça. Ils disent, oui, vous êtes venu, regarde, Agnès, elle n'est pas... Oui, mais avant qu'Agnès arrive, je suis désolé, mais dans Format People, il y avait énormément, il faut le dire, c'était plus des Arabes qui tenaient le côté, on va dire, du bureau, voilà, il y avait, de toute façon, vous les connaissez, ceux qui connaissent à l'ancienne, Salem, Warif, etc., Karimbo, et puis, je suis désolé, mais les rappeurs, c'était Kool Chain, Bustaflex, Zoxy, Salif, etc., donc c'était que des Noirs. Donc c'était une caricature peut-être, évidemment, mais voilà, et puis il y avait Kool Chain, le patron blanc. Donc c'est vrai que ça lui a déplu cette métaphore qui était, bon, une taquinerie, parce qu'après il a dit, ah ouais, en plus c'est des taquineries, des fois, il faut savoir, oui, bah je le taquine aussi, hein, on se connaît, je le taquine, mais c'est une caricature c'est quoi? C'est que j'abuse forcément le côté de quelque chose qui est quand même une base réelle. Donc oui, la base elle est réelle, et puis après, évidemment, Format People, c'est devenu un peu plus métissé au fur et à mesure. C'est vrai qu'après, on a vu arriver Jeff Lenner et tout, mais Jeff Lenner, il est arrivé bien après. Enfin, moi, j'étais déjà dans Format People. Donc, quand je suis arrivé à Format People, bah, c'était comme ça. Et oui, je donne une caricature, mais c'est vrai. Et quand je parle de maître et d'esclave, c'est au sens où, de toute façon, ça, on en reparlera peut-être un jour, parce que j'en inviterai en plus des anciens de Format People ici. Et on en reparlera, mais il y a au sens où il y avait une espèce de caste comme ça dans le label qui dirigeait, qui avait le pouvoir et qui avait l'argent, qui était symbolisé par Kool Chain, Karimbo, etc. Et puis les artistes qui étaient quand même un peu plus crève la dalle, hein. Et je suis pas le seul d'ailleurs à le dire, mais je veux dire, allez voir tout ce qu'a dit dans la presse Madison. Quand ça me fait rire quand on me parle de mon morceau, le morceau de pas sur Kool Chain, mais allez voir ce que dit Madison dans la presse. Ben, évidemment, lui, c'est pas un rappeur, moi je suis un rappeur, j'ai fait un morceau, mais Madison c'est pas un rappeur, lui il fait des sons. Ben, Madison, allez voir ce qu'il a écrit sur cette période-là, sur la période de Format People. Il en a dit des choses, il en a dit énormément dans la presse publique. C'est pas moi qui invente, c'est pas des ragots, c'est lui qui l'a dit dans des interviews. Donc il a dit bien pire que moi, mais bien pire que moi. Et je le comprends pourquoi. Hein. Ouais, il est rentré voilà. Ozzy dit Kool Chain, Topa, La Fouine, Booba. Voilà, oui, bon, alors en plus, oui, moi, ça n'a pas la même dimension que La Fouine et Booba, parce que moi, derrière, contrairement à ce que aussi disent les gens, je n'ai pas d'album à vendre. Tous mes albums sont sortis du circuit de distribution parce que trop vieux, et donc je n'ai rien réactivé, je n'ai pas de projet musical en cours. Et à l'époque où j'ai fait cette chanson n'est disponible que sur Internet, elle n'apparaît dans aucun disque, aucun. Et on me l'avait même demandé pour des compilations, j'ai refusé. Donc voilà, on va rien me dire, cette histoire de buzz, si je veux faire de l'argent avec la musique, j'arrêterai peut-être de faire ce que je fais là ce soir, et je me consacrerai à faire des albums. Hein, faut être sérieux quand même 5 minutes. Donc c'est vrai que la nature de l'échange entre, comment dire, Kool Chain et moi, alors après évidemment il m'a répondu, mais on se connaît, j'ai presque envie de dire qu'on s'aime bien au fond, et c'est marrant, moi j'ai beaucoup d'ennemis comme ça, vous avez une espèce de relation amour-haine avec mes ennemis qui est un peu particulière, hein. Et Kool Chain c'est un peu ça, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai, franchement, j'ai passé de bons moments avec lui. Hein, voilà, on me dit t'avais pas été payé aux Francopholies, exactement, c'était parti, c'était les Francopholies mais pas que, il y avait un ensemble de concerts, c'était un peu parti de ça. Mais voilà, alors après les gens vont me dire, mais merci à Kool Chain, il t'a donné beaucoup au niveau de la notoriété et des concerts. Oui, c'est vrai, en plus, je dois le reconnaître, moi j'ai passé des très bons moments, parce que quand même, avoir fait la tournée de Kool Chain, d'NTM,
dans la France, c'était énorme. Donc c'était ainsi en plus un gage de confiance qu'ils nous accordaient. À l'époque, tout allait bien. On était dans le meilleur des mondes, hein, si j'ose dire. Et on avait l'impression, pour moi, que c'était quelqu'un de parole et que c'était une entreprise carrée. Et tout ce qu'on m'avait dit était faux. À l'époque, c'est vrai, j'y croyais dur comme fer et j'aurais défendu Mordicus coup de chaîne parce que c'était énorme. Alors, le souci durable de nos jours, c'est comme le foot, les jeunes veulent faire ça pour le fric, la conscience politique a disparu. Yasmine qui nous dit ça complètement. Nous, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plus de conscience politique, et il y avait aussi, en plus, la conscience, j'ai envie de dire, professionnelle. Et je pense que ça, même, c'est un des éléments qui a fait que Kouchen nous ait signé avec lui, c'est parce que pour lui, la crédibilité d'un artiste, elle passe par la scène, et nous étions des artistes de scène. C'est-à-dire que lorsque nous étions sur scène, c'était le plus important pour nous, c'est de se dire, on est sans parachute, et on doit donner une prestation. Et là, effectivement, on a réussi à le souffler. Donc, sur son propre, j'ai envie de dire, dans son propre domaine, quoi, parce que NTM était reconnu pour être le groupe par excellence numéro un de la scène, quoi, française. Et justement, sur scène, hein, vraiment. Là, pour le jeu, c'est pas un jeu de mots, c'était vraiment le groupe numéro un de la scène. Et donc, c'était un challenge pour nous, quand même, d'arriver devant le grand master de la scène et de savoir voilà, il a été quand même impressionné par nos prestations au point qu'il nous fasse confiance et que nous fassions sa première partie. C'était quand même assez impressionnant, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait des salles assez incroyables. J'ai fait le Zénith, hein, j'ai fait l'Olympia avec Kouchen, on a fait aussi plusieurs tournées, le festival de Dour aussi en Belgique, un énorme festival. Hein, j'étais faire un énorme festival aussi au Maroc, à Casablanca, sur la place Mohammed. Il y avait 80 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 000 personnes, c'est quasiment, je veux dire, c'est un stade de France, c'est plus grand qu'un stade de France. Hein, faut le voir pour le croire. C'est très impressionnant, très très impressionnant. Hein, surtout qu'à l'époque, j'avais ma chanson, je me rappelle, le Métis, qui tournait énormément sur une chaîne qui s'appelait Zik, hein, que c'est les grands aficionados du rap ont connu, hein, évidemment. Et voilà, c'était quelque chose d'impressionnant et qui restera gravé dans ma mémoire, je pense, pour assez longtemps. Alors, qu'est-ce que vous me dites Libertad, exact, pas 2005, j'étais là-bas. Ah, je ne sais pas, c'était de quoi je parlais, peut-être peut-être du Zénith je parlais. Alors, on me dit, que penses-tu du livre, c'est Némoglobine, que penses-tu du livre de Mathias Cardet, L'effroyable imposteur du rap? As-tu des choses à rajouter à ce sujet? Eh ben écoute, ma chère Némoglobine, Mathias Cardet, on l'a accueilli ici, donc le livre, sincèrement, je le trouve excellent. Quand je l'ai lu, c'est marrant parce que même Mathias, quand on arrive ici, me dit, mais tu sais, moi ce livre-là, je l'écris même pas à destination des gens comme toi parce que j'imagine bien que je ne t'apprends rien. Et c'est drôle parce que ce livre, en plus, j'ai lu avec justement Steph à la régie, qu'on disait, bah, justement, on se lisait le livre, et quand il me lisait une phrase, je lui disais la phrase d'après, tu vois, à chaque fois, c'était assez hallucinant. Parce que tout ce qu'il dit est complètement, je vous le dis, authentique. Pour moi, il a donné une analyse sociologique et une analyse, on va dire, en profondeur. C'est une vraie réflexion sur ce qu'a été le rap américain. Il a fait des recherches aussi sur qui sont ces gens qui ont fait le rap américain et qui sont beaucoup moins connus du grand public et qui sont pourtant des gens très importants. Et là, on voit une espèce quand même de continuité avec laquelle moi je souscris. C'est quand on se demande pourquoi le rap en est arrivé à être lui-même parti d'un mouvement de contestation et à évoluer vers devenir lui-même la courroie de transmission du système et toutes les valeurs néo-capitalistes, libérales, etc. Ça, c'est la question de base. Et bien, cette question-là, Mathias Cardet, il y répond. Et il dit, le verre était dans le fruit de départ. Et c'est vrai que quand on remonte à Public Enemy, on remonte à Run DMC, on voit derrière déjà ce qui est en train en fait de se profiler. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Après, il nous parle justement de Booba, il nous parle comment Booba, il a, comment dire, il a retourné le rap français aussi en arrivant, comment il a permis de transgresser certains tabous parce que ça a amené en France et ça a mis toute la mentalité consumériste, très néo-capitaliste, vous savez,
auprès de la jeunesse, hein, qui a adopté les codes du rap, etc. Donc le rap en plus participe, et ça aussi c'est une dimension politique qu'on n'avait pas conscience dans les années 90, enfin qu'on trouvait normal limite, l'américanisation des esprits. Ça c'est une formidable conséquence, on n'avait pas mesuré, le rap c'en est fait le vecteur x100, alors il a toujours été un peu vecteur, mais il faut bien le dire, moi de mon époque, le rap français, c'était une particularité sur laquelle on insistait. Et pour nous, il y avait un rejet de ce qui était un peu américain. D'ailleurs, vous écoutez même le rap dans les années 96-97, il y a plein de rimes, genre arrête de jouer l'américain, on n'est pas aux États-Unis, etc., etc. C'est quelque chose qui affirme son identité française. Et à partir, j'ai envie de dire, des années 2000, la nouvelle génération, elle était beaucoup moins vindicative sur ce côté-là. Au contraire, elle veut adopter à fond les styles américains, elle plonge machin, et aujourd'hui c'est cette tendance qui écrase et qui domine, où on retrouve l'américanisme le plus poussé, hein, évidemment. Donc américanisme dans tous les sens du terme, puisque des rappeurs prennent un accent américain, vous savez, en rappant en français. J'arrive comme pas parce que c'est comme ça, je suis comme le beat, hein, ils prennent des accents américains en français. On en est arrivé là, non mais c'est très grave, hein, moi c'est presque pathologique, hein, là on est dans la sociologie presque, hein, il y a presque de l'étude sociologique à faire. Alors, Rulio me dit à l'époque, Format People c'était le top, tu m'étonnes, c'était la grande époque de Format People. Rulio, il a dit Villa Saint-Martin, oui, bon, c'est que c'est notoire maintenant, hein, c'est plus de, je balançais pas tellement du scoop que je balance là. Alors de toute façon, FMP et Boss, ça a fini pareil, les mecs ont pensé qu'à leur gueule, j'ai l'impression au final, c'est Taurus86 qui nous dit ça. Il y a eu, ouais, les deux sont tombés un peu, alors l'histoire de ça je la connais pas trop bien non plus, donc ça je peux pas trop en parler. Mais oui, puis chez Format People, on le sait, il y a eu des embrouilles aussi entre eux, hein, ça n'a pas été qu'avec l'histoire avec les artistes, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de, entre eux, de bisbilles et de machin, bon, c'est comme ça. Euh, alors, qu'est-ce que tu me dis? Ewan, t'inquiète, le peuple dissident connaît ton courage, et on sait que Kouchen est un lâche, moi je sais que Kouchen n'a aucun courage, tu as bien écrit Format People dans ta chanson Clash. Ouais, bah justement, je crois que des fois j'ai appuyé sur des choses qui font mal. Moi, c'est pas une chanson où je suis haineux, je n'insulte pas un coup de chienne dans cette chanson. C'est bien pour ça, hein, non, il n'y a pas... Alors après, il va dire oui, attends, voilà, je lui sors des rimes qui l'énervent. Je dis oui, t'attaquer à toi, c'est comme s'attaquer à Coca. Ouais, quand évidemment... pendant que je me nourris de grec, toi tu manges sur ma SACEM, alors ça c'est des trucs, ça va dû l'énerver quoi, oui, ou alors chez Format People, les arabes au bureau, les noirs dans les studios, on sait pas qui commande, Cool Chain ou Karimo, bah oui, c'était un monstre à double tête, c'était bicéphale, hein, il y avait Cool Chain qui était quand même le chef emblématique, charismatique et on va dire populaire de Format People que tout le monde connaissait, et il y avait Karimo qui avait autant de pouvoir mais qui était l'homme de l'ombre, mais il avait autant de pouvoir, parce que Karimo il avait autant de pouvoir, surtout c'était une société à deux, donc c'est pour ça qu'évidemment ça l'énerve, quand je dis oui mais qui commande, etc., mais c'était un peu aussi les défauts, vous savez Format People c'était assez marrant, hein, puisqu'on est dans les anecdotes qu'on se dit tout ce soir, un peu sur ces anecdotes là, sur l'album des spécialistes qui est sorti chez Format People en 2005, il y a un intermède sur une des chansons, sur laquelle on se moque gentiment un peu de Format People justement. Il faut savoir que sur cet intermède, alors pour expliquer l'intermède c'est simple, c'est quelqu'un qui appelle donc le bureau de Format People pour se plaindre des spécialistes. Et, j'étais déjà dans les poissons d'avril, je vous l'ai dit, j'ai toujours été comme ça. Donc c'est quelqu'un qui appelle et qui nous fait une voix donc qu'appelle le mec chez du poisson d'avril, tu vois, pour savoir pourquoi les spécialistes sont pas là. Et le mec qui répond à Format People, volontairement, on a fait un mec qui répond « Wow, wow, c'est Format People, wow, question ?» Et genre, c'est une entreprise de KRA. Mais ça, c'est parce que c'était un truc que je n'ai que des laits dans le quotidien avec. Tu vois, quand on allait là-bas, je leur disais « Mais vous êtes une entreprise de KRA ?» Parce que les mecs, je les voyais répondre au téléphone « Wallo, wallo !» Je disais « Mais attends, tu sais même pas qui c'est qui appelle. Ça se trouve, c'est TF1 qui t'appelle. Wallo, wow, c'est Format People. » Ils répondent, tu vois. Des fois, c'est moi qui appelais, mais je savais qu'ils voyaient pas mon numéro. « Wallo, c'est qui, là ?» Et je me disais, mais attends, tu sais même pas c'est qui appelle, ça se trouve c'est le patron de Sony qui appelle, toi tu réponds. Alors je me foutais gentiment un peu de leur gueule pour rigoler en disant, ah, putain vous êtes une entreprise de KRA, des entreprises de KRA. Et évidemment, vous savez, voilà, c'est mon côté taquin, j'ai poussé le bouchon et dans l'album, donc on a fait l'intermède.
Quand Kouchien a entendu l'intermède, qui se foutait de la gueule, qu'il a bien compris, parce qu'il dit mais pourquoi vous avez fait un accent de Kaira à Format People? Bah c'est un peu la réalité quoi. Je dis ça part un peu d'un fait réel si tu veux, c'est de la quenelle véritable, hein, tu vois. Et donc Kouchien il était un peu agacé, machin, etc. Faut savoir que jusqu'à la fin, jusqu'au mastering, pour ceux qui savent les étapes d'un album, donc le mastering c'est l'étape finale, parce qu'après le mastering c'est terminé, voilà, c'est ce que vous allez entendre, c'est ce que tout le monde va entendre pour la postérité. Donc il est encore temps de tout changer au mastering, c'est-à-dire on peut enlever un morceau au dernier moment, quoi. Et là, donc Kouchen m'appelle au dernier moment sur le mastering, tu veux pas quand même enlever cet intermède, etc. Et qu'on en est arrivé un peu à pas à s'embrouiller, mais quand même limite, au point que j'en arrive à lui dire, vraiment quand même pour dire, écoute, c'est l'album de qui? C'est ton album ou c'est mon album? C'est-à-dire pour lui remettre, lui carrément, c'était obligé de le remettre face à qu'il ait l'empathie suffisamment en tant qu'artiste lui-même pour savoir qu'il ne supporterait pas que son producteur l'appelât pour lui demander de retirer quelques sons que ce fut dans un album en expliquant oui non ce son-là me plaît pas, d'autant plus que Mauvais Joueur, c'est l'intermède évidemment un peu rigolo, où on se moque gentiment de la maison de disques sur laquelle on est signé. Et pour nous, c'était déjà une ouverture d'esprit et ne pas se prendre au sérieux. C'était l'autodérision la plus totale. D'ailleurs, c'est même le morceau où Kouchen, il vient, il fait un petit intermède dans le morceau à la fin, où il dit « Non mais spécialiste, ça suffit, c'est le bordel de façon machin ». Bon, voilà, c'est très rigolo. Voilà, c'est un morceau où on met en exergue nos défauts, etc. Enfin, c'est vraiment le truc, ça s'appelle « Je suis pas comme ça ». Voilà, si on retrouve sur Internet, c'est les spécialistes « Je suis pas comme ça ». Et voilà, c'était drôle de chez drôle. Et donc, voilà, jusqu'au dernier moment. Vous voyez, le morceau, finalement, y est, l'intermède a été. Donc, voilà, c'était un peu... c'était les bonnes années, je veux dire. Il y a eu, pour ceux qui pensent, alors comment je suis arrivé aussi à Format People, je vous l'ai dit, j'avais commencé voilà, à rencontrer Kouchen en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré Madison, qui était le producteur, celui qui faisait les sons, hein, pas le producteur des pètes, le producteur des sons. Et on lui a demandé des musiques, parce qu'on trouvait qu'il avait un talent formidable, ce que je pense toujours d'ailleurs, qu'il a un formidable talent et c'est un excellent producteur. Et donc on lui a demandé des sons. Et lui ayant accepté, il faisait très peu de sons pour personne, il faut le savoir à l'époque, hein, il faisait des sons que pour Format People et NTM. Il a accepté de nous faire des sons parce qu'il nous l'a dit clairement, il a dit que moi il m'avait trouvé sympa lors du voyage en Côte d'Ivoire. Que voilà, il avait dit bah, je l'ai trouvé très sympa et que ça me dérange pas de travailler avec des gens comme ça parce qu'il m'avait dit je trouve que tu as la mesure toi-même, tu n'as pas ni la grosse tête et puis tu prends pas au sérieux dans le rap, c'est tous les mecs dans le rap, dans le rap c'est, je vais encore faire une gaffe, c'est comme dans la dissidence, quoi. Faut pas rigoler quoi, c'est tout le monde est, on rigole pas, non rigolez pas. Là, c'est le morceau d'Oxmo, elle se fout de la gueule, on danse pas, voilà, c'est ça. On danse pas, on rigole pas, bon, personne rigole. Et lui, justement, il avait aimé ce côté, justement, il a dit non, j'aime les gens qui sont un peu plus en phase avec eux-mêmes, avec la société, qui justement se prennent pas trop au sérieux, tu vois. Il me l'avait dit hein, d'entrée, Madison. Et donc, on a entamé comme ça une collaboration de fil en aiguille avec Madison, on a fait des chansons, etc. Puis on a évidemment fini par rencontrer Kouchen, et il s'est intéressé vraiment à ce qu'on faisait, Kouchen, ça l'a intéressé pour de vrai, hein, je veux dire, mais je le savais déjà, vous l'avez dit, on me l'avait dit, je croyais que c'était un poisson d'avril, ouais, je l'avais jamais cru, je me dis non, c'était du mytho, le mec qui me racontait ça, il y avait plusieurs personnes qui me l'avaient dit à l'époque, il y avait même un mec connu qui me l'avait dit, il y avait Sully Seyfil qui me l'avait dit, qui m'en avait parlé, à l'époque où lui tournait avec Bustaflex, c'était un pote à Bustaflex et tout, et il m'en avait parlé, il m'a dit oui, non mais Tepa, ils aiment bien Tepa chez Format People, ils voudraient bien me signer. J'ai dit mais il a craqué celui ses fils. Et non, pas du tout, il dit vrai, des fois on croit que les gens c'est des mythos, bah non, pas du tout, ils disent la vérité. Et donc c'était pour moi une découverte. Et à partir de là, ouais, on a entamé des bons rapports avec Kouchen, qui appréciait ce qu'on fait. On a fait toute une série de maquettes chez Format People, maquettes qui sont, qui ont été plutôt bien accueillies par Format People et qui ont débouché sur un album. Alors, un album qui a mis du temps à coucher, hein, faut le dire, parce qu'entre-temps, Kouchen il a sorti son album. Hein, donc ça, c'était bon. Côté un peu mauvais joueur, hein, mais il a sorti son album avant le nôtre, alors qu'il faut bien le dire,
notre album était très largement avant le sien. Mais bon, ça restera pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Parce que j'ai tellement parlé, j'ai pas capturé le chat. Alors, pour moi, Cool Chain regrettera bientôt parce qu'il va voir que tu as un vrai rapport reconnu par tous les dissidents et le peuple, tandis que lui restera un pokerman comme Bruel et un lâche. C'est One. Bah oui, peut-être. Bon, à moins qu'on me lance du poisson à ma prochaine apparition publique, mais sinon tout va bien. Alors, te pas fait une démo de danse au lieu de troller les petits jeunes. Tu m'étonnes. Ah non, la danse, je peux plus. Là, je vais vraiment me ridiculiser. Là, on va faire le buzz 2 fois. Là, on va me dire, là, tu fais exprès, là, tu vois. Là, ça va vraiment faire du buzz si je me mets à faire la coupole dans le studio, hein, je te le dis. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Tout le monde sait que Joey Star est P1. Ah bon? Bah moi je sais pas, mon cher RKF, non je sais pas. Te pas penses-tu qu'aux États-Unis ils écoutent du rap français? Pas du tout. Ils en battent les couilles, mais royalement si tu veux mon avis. Les Américains ils viennent en France, c'est quand leur carrière elle est en chute aux États-Unis. En général, c'est les mecs qui viennent, voilà, comme Snoop, il est venu en France au moment de Master P. Parce que ça allait mal aux États-Unis, parce que ça vendait plus après la grande période Dr. Dre. Et il s'est fait jeter des canettes, quoi. Enfin, ça n'a pas marché. Ça a pas marché du tout, Snoop. Et il y en a plein comme ça, hein. Je donne des exemples. Kool and the Gang, eux, ils sont venus en France. Bah voilà, ça marche plus qu'en Europe, hein, tu vois. Et les Américains n'en ont rien à foutre du rap français. Ils sont, faut le savoir, égocentrés et américano-centrés, mais 100 fois plus que nous, on pourrait être franco-centrés. D'ailleurs, on l'est pas du tout. Mais eux, ils en ont rien à foutre du reste du monde, hein, faut bien comprendre ça. Déjà, ils ont du mal avec la ville d'à côté, des vois, là, je suis très méchant, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, leur demander de s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. Et puis en plus, pour eux, c'est exotique. Vous savez, le même mépris qu'affichent les rappeurs français ici à l'égard du rap africain, eh ben, les rappeurs américains ont le même mépris vis-à-vis du rap français. Voilà. C'est pour eux un rap exotique, un rap de seconde classe. Ils sont marrants, ces petits Français. Ils font leur rap, c'est mignon, mais bon, voilà. Ce qui les intéresse en revanche plus en plus, par contre, ça je dois bien l'avouer, mais c'est européen, un phénomène européen, c'est les producteurs de musique. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, les droits ne fonctionnent pas de la même façon et les musiques sont très chères. Alors qu'en Europe, c'est tout l'inverse. Et donc ils arrivent à trouver, évidemment, surtout quand on est un rappeur américain connu, de trouver des mecs qui balancent des super musiques pour pas cher en Europe. Donc ça, c'est un grand marché, évidemment, pour les Américains. Là, par contre, le marché de la prod rap, hein. Il y a Lino qui ressort un album, oui. Et ben Lino, il fait partie de mes rappeurs préférés, ça je dois le dire. Et ça reste, son album solo reste pour moi magistral. Lino, ça reste, quand même, c'est énorme, quoi. Ça reste un rappeur, un de mes rappeurs préférés. Moi, j'ai eu de la chance de poser avec lui. Alors, dans un morceau qui n'est pas sorti sur l'album Spécialiste, à l'époque, c'est Kenzie, hein, dont vous savez, l'ancien, enfin, je sais pas, l'ancien toujours ex-patron de Secteur A, le grand label. Hein, qui avait tout cartonné à l'époque avec Ministère Hammer et tout, Passy et compagnie, Negmaron, tout ça, et Arsenic justement. Et il nous avait bloqué le morceau, on ne sait pas pourquoi, il avait une espèce de haine contre nous, on ne s'est jamais expliqué, puisque Arsenic était venu, avait posé le morceau, mais en plus que l'histoire était fabuleuse. On avait invité Arsenic un jour, il n'avait pas pu venir le jour du studio. Donc on avait dit, bon bah voilà, ils nous ont mis un vent, un peu comme Pascal ce soir, on s'est dit c'est bon, c'est terminé, on les invitera pas. Et puis, énorme, il nous rappelle, le manager d'Arsenic nous dit non, 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 on veut venir faire ce morceau, on veut poser ce morceau avec vous et tout. Et alors, je dis, vous êtes sûr et tout? Ah oui, oui, on est sûr, on est sûr, on est sûr. Là, là, là. Bon, ok, donc on réserve une date, et effectivement, ils sont venus, on a écrit le morceau, on l'a posé, d'ailleurs un morceau vraiment mortel, à mon sens, hein, qu'on a balancé depuis sur des mixtapes et sur Internet, hein, il est notoire maintenant, hein, parce que bon, au moins, mais il n'apparaît pas évidemment, ce qui est dommage, sur l'album, le premier album, l'album éponyme que je vous avais parlé, le premier album Spécialiste devait être dessus, hein, à la base. Il y a 2 morceaux qu'on sauté pour des raisons assez incroyables, donc il y a celui-là, et voilà, donc moi c'était une super expérience, quoi, en tout cas avec Lino et Calbo, parce c'était Arsenic les deux, d'ailleurs on fait des passe-passe dans le morceau et tout, franchement, c'était de la bombe. S'ils voient un jour ces images, ben, je leur passe une putain de dédicace, parce que c'est des grands professionnels, je tiens à le préciser.